Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo FAQ comme je n'en fais absolument jamais, parce que pour la petite histoire, il me semble que j'en avais fait une à peu près au moment des 1000 abonnés. Ouais, bon, ça commence à faire un petit bail, et là je me suis dit, allez Sam, on va bientôt arriver à 14 000 abonnés. Je suis certain qu'il y a plein de gens parmi vous qui se posent des questions sur comment on fait pour tourner tout ça, comment on fait pour toujours garder la flamme, comment on fait pour continuer à sortir des rapports de bataille sans se lasser, des petits tutos peinture, des petites vidéos de lore, etc. Donc je me suis dit, allez c'est parti, tu te lances, vidéo fac, et vous êtes un certain nombre à m'avoir posé, à nous avoir posé pas mal de questions que j'ai sélectionnées parmi les commentaires, donc à plusieurs endroits, ça peut être soit dans la vidéo YouTube, soit sur Facebook, soit directement sur le Discord, et donc c'est l'heure aujourd'hui des réponses. À noter quand même qu'on est bientôt à 15 000 abonnés maintenant, donc honnêtement, alors soit ça va très vite, soit je suis très long, soit certainement un peu d'aider en réalité. Donc voilà. Donc je vais commencer avec quelques petites questions. Avant toute chose, je voulais vraiment vous adresser un immense merci. La chaîne a un petit peu plus de 2 ans et demi maintenant. On ne doit pas être loin des 3 ans. Vous allez penser que j'ai tourné cette vidéo il y a 6 mois, pas du tout. Donc voilà, on n'est pas très loin des 3 ans de la chaîne. Honnêtement, c'est vraiment de la folie. Je vais prendre 30 secondes pour vous raconter un petit peu mon ressenti parce que effectivement, moi, quand j'ai lancé la chaîne au tout début, j'étais vraiment joueur débutant sur AOS et de manière générale, j'étais même complètement débutant côté Wargame. Parce que en ce qui me concerne, sur ma petite histoire côté hobby, il faut savoir que j'ai mon babysitter quand j'étais jeune, coucou à toi mon petit Julien, qui m'avait mis à Warhammer Battle, mais uniquement pour l'aspect peinture, parce que niveau règle, j'étais un petit peu jeune, c'était un petit peu compliqué, et moi, c'était surtout l'aspect artistique peinture qui me branchait bien. Et j'avais commencé à me peindre une petite armée d'orques et gobelins, parce que pour la petite histoire, il faut savoir que j'avais un compère, vraiment un frère, qui faisait environ 40 cm de moins que moi quand j'étais au collège. Et donc on s'est dit, mon petit Hugo, il va falloir qu'on se fasse peut-être une armée. Et comme on n'avait pas trop de sous, on s'est dit, on va se faire une armée commune. Est-ce que tu verrais pas une race où il y a des grands et des petits? Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est orienté, lui vers les gobelins et moi vers les orques. Donc voilà, j'ai fait mon entrée un petit peu dans le wargame via Warhammer Battle et une armée d'orques et gobelins. Et je pense comme un petit peu tout le monde par la suite, j'ai laissé ça de côté, les études, la vie, etc. Et je m'y suis remis au moment d'Age of Sigmar, après le lancement de la V2, donc je m'y suis remis fin 2018. J'ai dû faire ma première partie, quelque chose comme tout début 2019, vers janvier ou février, et j'ai lancé la chaîne en avril. Donc tout ça a été super vite, il n'y avait absolument rien de calculé. C'était uniquement du kiff de partager cette passion grandissante qui commençait à prendre de plus en plus de place au sein de mon quotidien. J'ai été très inspiré par un certain nombre de chaînes. Évidemment, à ce moment-là, évidemment, c'est mieux en français, à ce moment-là, il y avait surtout la BBT qui faisait des rapports de bataille que sur AOS, donc il me semble que c'était peut-être la seule et la première chaîne uniquement AOS, et il y avait French Wargame Studio qui faisait déjà un petit peu d'hybride entre 40 000 et AOS à ce moment-là, mais voilà, ça m'a vraiment donné envie de proposer quelque chose et de partager ce kiff commun, cette passion commune en fait. Donc voilà, ça c'est pour ma petite histoire, et voilà, je m'imaginais absolument pas aujourd'hui, peut-être 2 ans et demi plus tard, à me dire tiens, on va faire une vidéo FAQ. Voilà, non, franchement, c'est un régal. Je commence à justement avoir l'occasion de discuter avec des gens desquels je suis complètement fan. Donc, je ne donnerai pas de nom, mais voilà, des gens que je pouvais admirer à l'époque sur Twitch, etc. Et aujourd'hui, c'est un énorme rêve de pouvoir discuter avec eux. Donc voilà, tout ça, c'est grâce à vous, parce que honnêtement, si vous n'étiez pas là, et je suis même pas en train de vous parler de chiffres, là, je suis vraiment en train de vous parler uniquement de motivation, et bien, ceci étant le seul moteur de la chaîne, et bien, je pense que si vous n'aviez pas été là, et c'est pas je pense, c'est même sûr, et si vous n'aviez pas soutenu, regardé la vidéo, envoyé des petits messages, des petits commentaires, participé avec moi, animé le Discord, qui est devenu en fait un lieu de rendez-vous pour ceux qui aiment peindre tranquille le soir, très clairement, la chaîne n'aurait pas duré dans le temps, parce que tout simplement, la motivation serait partie et la flamme aurait rejoint d'autres cieux. Donc voilà. Avant de commencer cette vidéo FAQ, je tiens à vous adresser un immense merci pour tout votre soutien et de quelque sorte que ça soit, hein, vraiment, que ça soit par des commentaires, par des petits mots, par votre présence en tournoi, via les gens qui peuvent nous soutenir financièrement sur Tipeee, ceux qui passent par des partenaires, ceux qui viennent tourner des rapports de bataille. Et encore une fois, j'insiste énormément sur les gens qui participent à la réalisation des vidéos, que ce soit au tournage ou au montage, parce que c'est tout simple à dire. On a beau avoir tous les moyens qu'on veut, s'il n'y a personne qui nous aide
à proposer le contenu, parce que les rapports de bataille évidemment se font à deux, et ben aujourd'hui il n'y aurait pas de chaîne, donc un grand merci à vous également. Donc voilà, après cette petite séquence émotion, nous allons attaquer tout de suite sur la partie questions. Donc j'ai pris les questions dans l'ordre, dans le désordre, je sais pas trop. Donc on va commencer tout de suite avec la première question de Ulrich Whitewolf. Donc en plus, si je me souviens bien, j'ai pas une trop mauvaise mémoire des noms. Il me semble que c'est quelqu'un qui était historiquement un joueur Space Wolf. Ça va, le nom est facile, ok, je triche un petit peu. Et qui a commencé un petit peu à vriller, à graviter autour d'AOS, etc. Qui me demande, allez go les 14 000 abonnés, juste une question, va-t-on revoir des Sylvanettes en rapport de bataille? Alors, je vais en profiter déjà pour te remercier et également pour te dire que nous avons investi récemment sur la chaîne et je reviendrai un petit peu plus tard sur qui est ce nous que Sam emploie en permanence. Le mec parle de lui à la troisième personne, tout va bien. Pour te dire que justement, on a investi récemment dans une armée Disciple of Zinch et une armée Sylvanette. Donc, ces deux armées qui aujourd'hui manquent sur la chaîne et qu'on a vraiment envie de mettre en avant pour des raisons un petit peu différentes. Il faut savoir que le gameplay des Zench, c'est un gameplay qui est super intéressant, qui est super riche, qui peut être extrêmement violent, qui peut être, vous l'avez vu sur un rapport de bataille qu'on avait fait avec Titi il y a un petit moment maintenant, aussi beaucoup plus tendre et on peut faire des listes qui sont juste belles, jolies. Et voilà, donc on a investi sur ces deux armées. Comment on a investi? Je vais pas vous le cacher. On a investi via les liens d'affiliation pour ceux qui nous filent un coup de main justement via ces liens d'affiliation. Il faut savoir qu'il y a une partie qui est reversée à la chaîne sous forme, on va dire, de bons d'achat pour pouvoir acheter des boîtes, etc. Et donc de cette manière, ceux qui parmi vous contribuent à simplement faire quelques emplettes et en se faisant un petit kiff, et ben, de cette manière-là, vous aidez également la chaîne. Donc nous avons investi dans deux armées. Donc pour répondre à ta question, oui, des Sylvanettes, il va y en avoir bientôt. Il faut savoir que le Saint Jean-Paul Roux, le petit Victor, n'est jamais très loin. Et maintenant, il est un petit peu papa, donc c'est un petit peu plus compliqué pour venir faire des rapports de bataille. Mais voilà, des Sylvanettes, il va y en avoir. Moi, c'est une armée que visuellement j'adore. C'est une armée que la commu adore. Et c'est une armée qu'on voit très rarement. Un petit peu comme les Séraphons. Surtout qu'en plus, les Séraphons, j'ai absolument aucune excuse parce que j'ai l'armée juste là-bas. Donc voilà. Première question, oui, nous allons sortir beaucoup plus de Sylvanettes très bientôt. Deuxième question de Lorknar que je vais vous lire immédiatement. Penses-tu donner plus de temps et d'investissement dans la chaîne, se diriger vers une chaîne pro en gros? Et comment gères-tu déjà l'investissement actuel? Merci à toi et bonne continuation pour la suite. Alors, il y a plein de questions là-dedans et il y a plein de sujets super intéressants que je voudrais aborder, des sujets qu'on a finalement assez rarement l'occasion d'aborder via des vidéos, des rapports de bataille, etc. Peut-être un petit peu plus sur des formats comme Twitch, mais là, c'est vraiment l'occasion de répondre à tout ça d'un coup. Donc, commençons par le début. Comment gères-tu déjà l'investissement actuel? Alors, je pense que l'investissement, c'est déjà, en tant que tel, plusieurs aspects. Il y a évidemment l'investissement qui, aujourd'hui, est colossal, c'est l'investissement en temps. Moi, pour vous donner un petit ordre d'idée, donc je tiens à le dire, je tiens aussi à la formulation, je n'ai pas un travail à côté de la chaîne, mais j'ai un travail tout à fait classique, à plein temps, etc. Et donc, la chaîne, c'est quelque chose que je fais à côté, en plus de mon travail. Alors, il s'avère qu'au début, je disais que je faisais la chaîne sur mon temps libre. Il s'avère que le rapport de force est un petit peu inversé et que savoir que la chaîne a mangé tout ce temps libre et que c'est du temps aujourd'hui qui déborde sur en fait, tout le temps à côté, que ça soit évidemment du temps de loisir, du temps de sommeil, etc. Puisque actuellement, pour vous donner un petit ordre d'idée, on essaie, c'est vraiment l'objectif qu'on aimerait se fixer avec l'équipe et je vais revenir un petit peu sur ça plus tard. Au niveau sortie, ce qu'on aimerait, c'est avoir 3 vidéos par semaine, donc une le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Pourquoi ces jours-là? Il n'y a aucune raison particulière, c'est parce que ça permet de couper les jours de la semaine en 3, voilà. Vous aurez pu me dire, ouais, mardi, jeudi et samedi ça marche, c'est vrai, c'est pas faux. Donc, ces 3 jours-là, avec parmi les 3 vidéos, une vidéo qu'on va appeler une vidéo un petit peu majeure, donc c'est-à-dire dans l'idéal un rapport de bataille. Après, ça peut être aussi des vidéos qui vont être extrêmement chronophages, mais un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'un rapport de bataille, pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ, pour nous aujourd'hui sur la chaîne, une vingtaine, pas loin d'une trentaine d'heures de taf, que ça soit au niveau... Alors ça commence bien avant le tournage, puisque pour vous donner un ordre d'idée, j'ai déjà dit, c'est un ordre d'idée, on va arrêter les ordres d'idées. Moi, je tourne dans mon salon, donc la pièce que vous voyez, où on a l'impression que c'est un studio, c'est absolument pas un studio, en tout cas c'est pas un studio de tournage. Donc à chaque fois, pour tourner un rapport de bataille, il y a environ 1h30 de temps de préparation, que ça soit pour déplacer les meubles, le canapé,
Je sais qu'il y en a qui vont me banner sur le canapé, mais peu importe. Pour placer les lumières, pour éviter d'avoir des reflets, etc. Pour tirer les câbles pour les caméras, histoire que quand je suis pas en train de tourner un rapport de bataille, j'ai pas l'impression de vivre au milieu d'une salle de wargame, tout simplement. Donc ça, c'est du temps qui prend environ déjà 2 h30 entre la sortie et le rangement. Le rapport de bataille en lui-même, je ne parle même pas de la préparation des listes en amont, etc. Et encore plus quand on joue Nurgle. Faut savoir que Nurgle, ça vient le montage, la publication, la mise en ligne. Donc tout ça au niveau d'un rapport de bataille, c'est une trentaine d'heures de taf. Donc dans les 3 vidéos, vraiment, que moi j'aimerais qu'on arrive à rendre régulière par semaine, il y aurait un rapport de bataille. Donc déjà d'un point de vue investissement en temps, c'est assez lourd. À côté de ça, les autres vidéos, ce serait des vidéos peut-être un petit peu plus légères, non pas sur le fond, mais légères sur le temps de réalisation. Donc ça peut être potentiellement des vidéos de peinture, on va revenir dessus très bientôt, des armies showcase, voilà, il peut y avoir plein de choses, que ce soit des analyses méta qui ne soient pas forcément extrêmement longues, donc des discussions comme ce que fait Clément actuellement, du moins d'un point de vue du tournage et du montage en post-production. Donc aujourd'hui, ça, c'est l'objectif. Et pour y arriver, il faut savoir que moi, je mets environ, on va pas dire une quarantaine, mais entre 35 et 40 heures de mon temps libre par semaine pour la chaîne. Donc, d'un point de vue investissement en temps, aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, c'est très compliqué de faire plus, c'est même impossible en fait. Entre la vie perso, le boulot, les activités et la chaîne qui prend finalement autant de temps qu'un boulot à plein temps, c'est compliqué d'investir plus de temps dans la réalisation de vidéos. Après ça, sur l'aspect financier, c'est une bonne question. Moi, il faut savoir que je suis très mal à l'aise avec l'aspect financier de tout ça. Vous avez pu le voir un certain nombre de fois, que ce soit via la réalisation de partenariats. Je pense que j'ai pris plus d'1 an et demi avant d'avoir les premiers partenariats avec la chaîne parce qu'on m'avait démarché, etc. L'aspect monétisation, je me suis toujours refusé à monétiser les vidéos jusqu'au moment où YouTube a dit « Eh toi là-bas, si tu monétises pas tes vidéos, c'est nous qui allons les monétiser pour nous ». Donc je me suis dit « Bon, bah, effectivement, ça ne sert strictement à rien de ne pas les monétiser puisque c'est YouTube qui va se gaver ». Donc voilà, je suis assez mal à l'aise avec ça. J'ai pris plus d'1 an à ouvrir le Tipeee, mais force est de constater que, évidemment, c'est un projet qui n'était même pas réellement un projet au début, qu'on a envie de faire grandir. C'est hyper riche pour nous d'un point de vue tout simplement émotion, parce qu'on partage énormément justement avec vous, vous nous donnez tellement de retours, ça fait un bien fou, et je vais pas vous cacher, ça motive énormément à refoutre le couvert à chaque fois. Donc voilà, d'un point de vue financier, il faut savoir qu'aujourd'hui, les dons sur la chaîne, sur le Tipeee, alors ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup, je sais pas vraiment comment l'interpréter dans la mesure où moi, c'est pas un aspect sur lequel j'insiste, parce que j'aime pas insister là-dessus, et aussi comme je vous l'ai dit précédemment, parce que je suis pas vraiment à l'aise avec ça, mais il y a 90 tipeurs. Donc quand on fait un ratio 90 tipeurs sur le nombre d'abonnés, on peut se dire que c'est peu. Maintenant, quand on compare par rapport à ce qui se fait sur, je vais vous prendre un exemple, des très grosses chaînes qui sont sur des secteurs un petit peu, des sujets un petit peu plus de société, et ben on a une communauté qui est beaucoup moins investie, beaucoup moins passionnée, beaucoup moins active et qui soutient beaucoup moins les créateurs de contenu que ce que nous, on peut avoir en tant que créateurs de contenu dans le Wargame et pour mon cas dans Age of Sigmar. Donc aujourd'hui, ces revenus Tipeee, ça représente environ 400 € par mois. Et pour vous donner un ordre d'idée, le premier billet que moi j'ai mis sur la chaîne, que ce soit avec les lumières que vous pouvez voir là, les micro-cravates, les premiers que j'ai achetés qui sont ici, ce que je peux avoir ici, d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo à ce moment-là, si ça vous intéresse de vous lancer, vous pourrez voir. Et la caméra, pas celle qui est en train de me filmer, mais celle qui me filmait d'habitude, c'était un billet d'entrée de l'ordre de un petit peu plus de 7000 €. Donc c'est extrêmement onéreux, je vais pas vous le cacher. D'un autre côté, c'est rendu possible aussi uniquement parce que justement j'ai un boulot à côté. Mais voilà. Aujourd'hui, les dons n'ont pas encore remboursé l'investissement initial. Donc à savoir que depuis cet investissement initial, il y a également eu un certain nombre de frais qui ont été engendrés, tout simplement pour pouvoir filmer avec la caméra qui est juste ici, puisque on reviendra un petit peu plus tard dessus, mais c'est des investissements en plus qui ont été faits. Donc voilà, d'un point de vue financier, aujourd'hui, c'est compliqué pour nous de faire plus dans la mesure où on n'a même pas encore vraiment remboursé. Et je dis on, mais c'est vrai que sur l'aspect financier de dépenses, c'est, on va dire, exclusivement moi, avec mes deniers personnels. C'est compliqué d'investir plus dans la mesure où on n'a même pas encore amorti, on va dire, c'est mieux que remboursé, la mise de départ.
Donc, je pense que j'ai répondu un petit peu sur les différents aspects de ce que tu pouvais appeler investissement. Je parle principalement en temps et en finance. Après, il y a un autre aspect éventuellement duquel on parle assez peu, mais qui, moi, me soulagerait beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait plus de moyens pour la chaîne, la première chose dans laquelle j'aimerais pouvoir investir, c'est un espace dédié à ça. Donc, ça peut être une petite pièce, il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de très grand. Pour la petite histoire, j'habite à Paris, dans des anciennes chambres de bonne, etc. Et effectivement, si on arrivait par exemple à louer une chambre de bonne qui coûterait pas forcément très très cher, ben, ça nous permettrait nous d'avoir un lieu dédié qui nous ferait économiser 3 heures et une certaine fatigue mentale aussi de devoir tout installer, tout sortir, tout ranger à chaque fois qu'on veut tourner un rapport de bataille ou une vidéo. Par exemple, là vous voyez le fond vert que j'ai derrière moi, et bien c'est pareil, c'est de la mise en place, les lumières c'est amovible, tout bouge. Et ça serait vraiment le premier investissement dans lequel j'aimerais mettre quelques deniers, parce que ça permet aussi pour moi tout simplement de garder un équilibre entre la vie, on va dire, privée, le perso, et la chaîne, parce que c'est vrai que ça prend énormément de place. Il y a quand même certains moments où, quand on a un peu la flemme de ranger, ou alors parce qu'on a fini de tourner un rapport de bataille à 2 heures du mat, eh bien, on a l'impression de vivre un petit peu dans une salle de wargame. Donc ça, c'est sur l'aspect qu'on n'a pas trop souvent l'occasion d'aborder, mais c'est un aspect qui est assez important pour moi. Et ça serait le premier truc vers lequel on s'orienterait si on avait un petit peu plus de moyens financiers. Question de Fadaster. Donc, alors pour la petite histoire, je n'ai pas préparé mes réponses. Là, je suis en train de vous répondre nature peinture. Il s'avère que j'ai déjà parcouru les questions il y a un petit moment, mais je ne les ai pas toutes en tête. Mais il faut savoir que quand je vois une question de Fadaster, je me méfie parce que je sais que c'est souvent des blagues. Combien de temps prends-tu pour faire cette coupe de cheveux à effet pas coiffé? Alors je pense que là, sur cette vidéo-là, je suis plutôt pas mal. Je pense qu'effectivement, sur la vidéo FAQ que j'avais faite au moment où je vous avais proposé de poser vos questions, c'était un petit peu moins travaillé. Là, par contre, je pense qu'on n'est pas sur un effet pas coiffé. Je pense qu'on est sur un effet tout à fait coiffé. Donc, je ne vois pas de quoi tu veux parler, mon bon Nicolas. Question de Rimonk. Qui sont les acteurs de la chaîne? En plus de toi, Sam et de Clément, comment gérez-vous ce côté collaboratif? Merci pour tout ce que tu fais pour la commu. Alors, merci à toi. Alors, pour répondre un petit peu à ta question, quels sont les autres acteurs de la chaîne? Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai lancé la chaîne, nous étions 3. Donc, il y avait JD, que vous avez vu sur les tout premiers rapports de bataille, qui était venu en idonette. Il y avait également Paul, donc qui, je sais pas pourquoi je suis déjà à 3, je sais pas compter, qui est Néo, donc qui vient assez souvent pour des vidéos qui sont plutôt liées au Stormcast et qui, dans les premiers temps de la chaîne, avait fait un certain nombre de vidéos de lore. Et évidemment, le troisième, c'était moi. Il faut savoir qu'avec le temps, eh bien, je me suis retrouvé de plus en plus impliqué moi sur la chaîne et donc je me suis retrouvé à très clairement m'investir beaucoup plus. Et avec le temps, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont rejoint sur la chaîne, le premier étant Clément, puisque ça doit faire maintenant plus d'un an, je dirais même plus d'un an, 1 an et demi, je dirais, qu'il me file un coup de main sur la chaîne et que très clairement, plus que me filer un coup de main, il fait vraiment partie de l'équipe de la chaîne. Donc pendant très longtemps, on a tourné à deux. Donc Clément qui est, pour la petite histoire, que vous voyez maintenant un petit peu plus souvent sur les vidéos d'analyse de méta, mais qui est un petit peu la tête pensante d'un certain nombre de formats de vidéos, que ce soit les Faction Focus ou d'autres, des vidéos d'analyse de War Scroll qu'on a pu faire, des idées sur des sujets à aborder, que ce soit autour du JDR, avec Soulbound, avec Warhammer Fantasy Battle V4, avec un certain nombre de sujets justement. Donc voilà, c'est un aspect qui m'a extrêmement aidé parce que, pour pas vous le cacher, comme dans tout projet, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai que quand on est entre guillemets seul sur ce genre de projet avec autant d'investissement, et bien parfois c'est pas facile. Voilà, je pense que c'est comme à peu près tout dans la vie. Quand on attaque des projets en solo, c'est plus compliqué de se relever quand on est un peu tout seul. Et il m'a été d'une très grande aide. Donc maintenant, ces derniers temps, moi j'ai vraiment essayé d'insister sur le fait de pouvoir élargir l'équipe de la chaîne pour pouvoir simplement vous proposer plus de contenu et que ça reste tenable de notre côté. J'ai fait des périodes sur la chaîne où j'étais à encore plus que ce que je vous ai dit précédemment au niveau heure sur la chaîne, et il y a un moment où juste le corps dit stop, c'est plus possible, et c'était important pour moi de trouver une solution pour pérenniser le projet, pour que ça soit tenable, viviable et que ça reste absolument un kiff pour tout le monde sans qu'il y ait cet aspect contrainte qui commence à rentrer en jeu.
C'est pourquoi, effectivement, depuis maintenant environ 6 mois, il y a Jim de la chaîne The Dice Challenge, avec qui on organise maintenant pas mal de tournois, qui a mis en stand-by sa chaîne pour des raisons perso, donc principalement liées à peut-être son mariage, je ne sais pas si je peux le dire, en tout cas c'est dit, et qui avait envie quand même de continuer à s'investir pour la communauté. Donc ça passe évidemment dans un premier temps via l'organisation de tournois, donc les bagarres du Squid que vous voyez, mais également dans l'ombre, puisque maintenant on peut très clairement dire que nous sommes plus que deux sur la chaîne, puisque Jim aide à la réalisation des vidéos, donc notamment à la mise en place du setup qu'on avait fait au moment du passage en V3, et également à tout ce qui est l'aspect montage, etc. Donc c'est vrai que c'est une personne qu'on voit un petit peu moins sur les vidéos, parce que c'est un petit peu l'homme de l'ombre, mais il réalise un taf qui est absolument fantastique, et vous devriez avoir des nouvelles à ce sujet très bientôt, puisque j'ai également le plaisir de vous dire que nous allons pouvoir ouvrir désormais un deuxième, alors j'aime pas dire lieu de tournage puisqu'on n'est absolument pas des professionnels, mais un deuxième, j'ai dit une bêtise, je crois que je voulais dire absolument pas un deuxième studio de tournage puisque nous ne sommes absolument pas des professionnels, mais un deuxième lieu de tournage, ce qui explique aussi la raison pour laquelle j'ai investi dans du matos supplémentaire alors que le matos que j'avais était très bien. C'est pour pouvoir garder le même standing et pour pouvoir augmenter la cadence avec Jim qui va pouvoir réaliser un certain nombre de rapports de bataille et de vidéos de focus, de méta chez lui, en plus de ce que moi je peux faire et des vidéos qui sont aujourd'hui proposées par Clément. Donc aujourd'hui, dans l'ordre chronologique des choses, on est passé de 3 à 1, à 2, à 3. Et récemment, vous avez dû voir qu'il y a le petit père Brindle qui s'occupe de faire les vidéos de lore sur les nains, qui est de plus en plus présent et avec lequel on a décidé vraiment de mettre les bouchées doubles pour pouvoir pérenniser le format de lore sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, on peut dire de cette manière-là que l'équipe continue à s'agrandir avec l'aspect lore, puisque Thomas, aka Brindle, est maintenant complètement investi dans la chaîne sur l'aspect création de contenu sur le lore. Donc aujourd'hui, on est 4,5, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo et au moment où vous la voyez. Vous en avez vu 4, mais très bientôt, on a un 5e larron qui va se joindre à nous pour l'aspect peinture sur la chaîne. On vous prépare des petits formats de vidéos à la fois hyper didactiques et à la fois marrants. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc ça, c'est sur l'aspect organisation de la chaîne. Maintenant, sur l'aspect plus terre-à-terre, collaboratif et pratique. Alors, on a bien tous en tête qu'on a, on va dire, la chaîne en plus des réalités de la vraie vie, hein, tout simplement, que ce soit au niveau du taf ou au niveau personnel, et donc qu'on ne peut pas tous avoir un investissement entier à tout moment. Donc ça, c'est hyper important et c'est vraiment le leitmotiv de toutes nos discussions sur tout ce qui est création de contenu et planning qu'on peut, entre guillemets, s'imposer. Maintenant, sur l'aspect un petit peu plus terre à terre, il faut savoir que moi, je pense que moins on a de temps, plus c'est important d'être hyper organisé. Et aujourd'hui, le temps qu'on a à allouer pour la chaîne, c'est du temps très clairement qu'on prend en plus sur tout ce qui est perso pour nous. Et donc, c'est hyper important que tout soit carré, cadré et qu'on puisse communiquer au maximum pour être le plus efficace au moment où on se lance sur un nouveau projet, un tournage, peu importe, une discussion, voilà. Donc, il faut savoir qu'on est extrêmement organisé d'un point de vue planning. On a, pour vous donner un petit ordre d'idée aujourd'hui, quelque chose comme 5 ou 6 rapports de bataille qui sont déjà tournés, on en a 2-3 qui sont déjà montés, on a des vidéos de lore qui sont déjà prêtes, montées, voilà. C'est important pour nous de pouvoir prendre de l'avance, et là où au début c'est vrai que j'étais un petit peu chien fou, c'est-à-dire j'ai une vidéo et je la balance, maintenant on essaie de rationaliser un petit peu plus les choses pour pouvoir maintenir un rythme assez soutenu sans pour autant perdre en qualité. Donc nous allons maintenant passer à la question de Okido. Bravo pour les 14K, vous les méritez vraiment, merci beaucoup. Question, on découvre avec Clément et ses dernières vidéos, metagame et préparation à un tournoi, le côté compétitif d'AOS faire son apparition sur la chaîne. Pense encore une fois merci à toi. C'est une question qui est assez récurrente. Il faut savoir qu'au début, quand j'ai lancé la chaîne, la V2, le méta a tourné vers quelque chose de très orienté vers le tir, ce qui, à mon sens, a un peu réduit l'intérêt du côté très compétitif. Raison pour laquelle je me suis d'une part éloigné de ce format-là en vidéo, mais avant tout, je m'en suis éloigné, on va dire d'un point de vue perso en off. Maintenant, je trouve que la V3 change vraiment la donne, à savoir que les listes compétitives donnent quand même lieu à des affrontements qui sont hyper intéressants. Je pense par exemple aux premières sorties qu'on a pu avoir en V3, que ce soit Oroquar Clan, Stormcast
ou plus récemment du Nurgle, c'est des BT qui sont hyper bien écrits, c'est des BT qui sont très clairs et où on n'est pas forcément obligé de partir dans des logiques d'alpha strike pour tout casser sur un T1, T2, un double tour de tir. On le voit, c'est vraiment exacerbé avec Nurgle. Et donc, très clairement, je me suis moi-même d'un point de vue perso plus investi sur l'aspect compète et d'un point de vue chaîne, ça me donne juste envie aussi de partager un petit peu plus ça. Maintenant, pour ce qui est vraiment de pérenniser des rapports de bataille là sur ce format, première chose, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous avons réalisé dernièrement un rapport de bataille beaucoup plus compétitif. Moi, souhaitant un petit peu remettre un petit peu l'accent sur ça, au-delà des analyses méta, mais également sur les rapports de bataille, puisqu'on a tourné un Séraphon, donc en Thunder Lizard, contre un Cruel Boys en Big Yeller. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va être amené, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, à rendre un petit peu plus régulier sur la chaîne. Alors, quelle forme ça prendra? Honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'on va essayer de polariser un petit peu les choses? C'est-à-dire que de mon côté, je vais essayer de faire des rapports de bataille potentiellement de la même veine de ceux que je fais actuellement. Et Jim à côté proposerait des rapports de bataille plus compétitifs avec des invités qui soient un petit peu plus compétitifs aussi, ou qui viennent avec des listes plus compétitives, puisque faut savoir que nous, en tout cas avec l'équipe qui est la mienne, les Indécents, donc vous avez vu assez souvent Romain, Pavelito, etc., on joue en rapport de bataille des listes qui sont beaucoup plus molles que ce qu'on peut sortir en tournoi. Donc, à voir la forme que ça prendra, c'est pas impossible en tout cas qu'il y en ait sur la chaîne via mon lieu de tournage, peut-être avec Jim, on ne sait pas encore exactement, mais très clairement, cette V3, je trouve qu'elle fait vraiment la part belle, on va dire, à des parties qui soient plus longues, plus intéressantes, moins polarisées, du moins vite. Et donc, c'est un aspect sur lequel on va insister bientôt. On a une question de ZGF Papa. Salut Sam, quel avenir pour Tales of the Rift sur ta chaîne? Alors, petit topo, pour ceux qui seraient passés à côté de l'info, Tales of the Rift, c'est un jeu qui a été co-créé par Pride, Valentin, Seb et Arnaud. J'espère n'oublier personne. Et donc, on a un petit peu participé, on va dire, à essayer de promouvoir en tout cas le gameplay de ce jeu via des rapports de bataille. Donc on a fait 2 rapports de bataille pendant lesquels on a mis en scène 4 factions, à savoir l'échange esprit, les rouges sang, la Ether Guild et la voie véritable. Évidemment, c'est les Stormcast, c'est les paladins, c'est ceux que j'aime le moins. Donc voilà, on a fait 4 factions focus à côté de ça, un pour chaque. Et effectivement, une fois que la campagne avait été réalisée et que le financement avait été atteint, faut savoir que ça a été assez dur émotionnellement pour toute l'équipe, puisque il y a eu des grosses frayeurs quand même durant cette campagne, qui s'est heureusement bien achevée à la suite d'un live qu'on a eu l'occasion de faire chez French War Game Studio, où j'ai joué contre le petit père Pride et je suis super content d'avoir top deck mes cartes au bon moment. Blague à part, il y a eu un petit temps de pause en tout cas d'un point de vue communication sur ce jeu-là à ce moment-là. Faut savoir que là, aux dernières nouvelles, les choses sont reparties complètement selon le planning qui était prévu initialement, à savoir une release vers le mois de septembre. Et donc, il va y avoir, c'est sûr, très certainement avant la sortie, des rapports de bataille qui vont sortir sur la chaîne, peut-être un petit peu sur TTS, puisqu'ils ont fait un mode qui est sorti, donc, enfin qui est sorti, au moins en off qui est sorti. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le Discord de Tales of the Rift si vous voulez plus d'infos sur ça. Mais oui, on va faire des parties, on va même très certainement participer à des tournois, peut-être IRL, au moins sur TTS. Et moi, c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un super jeu, et en plus, ça a été réalisé par des gens pour lesquels j'ai énormément d'affection. Donc, du moins, moi, j'espère vraiment qu'on va réussir à pérenniser la présence du jeu sur la chaîne. On a également une petite question de Jean-Marc Picot. Petite question. Après les excellents épisodes sur la Minute Naine, à quand une Minute Elfe ou Vampire? Alors, c'est une excellente question. Il faut savoir que Thomas, outre le fait d'être complètement passionné, je ne sais pas si on peut dire monomaniaque avec les nains, tout ça l'a quand même amené à avoir une connaissance du vieux monde qui est franchement assez large, donc que ça soit notamment sur la partie elfe, puisque évidemment il y a un antagonisme, pas un antagoniste, un antagonisme entre les nains et les elfes, et effectivement il y a aussi les petits vampires qui viennent se mêler à tout ça, donc il va y avoir des minutes lore qui vont être sur autre chose que du nain, dans un premier temps très certainement autour des elfes et de l'empire, et il n'est pas impossible, Thomas étant également un énorme passionné de l'univers de 40K, qu'on retrouve des vidéos similaires en tout cas à ce qu'on fait là, peut-être un petit peu moins dans le détail, puisque vraiment sur les nains, c'est une encyclopédie vivante, mais sur des chapitres un petit peu plus précis,
moins globaux en tout cas de l'univers de Warhammer 40 000 qui devraient tourner autour de certaines légions comme les Black Templars ou des choses comme ça. Donc oui, il va y avoir de la diversité dans les minutes lore et il n'y aura pas que des minutes naines. On a une question de Jérémy Gribaud, merci à toi, bravo aussi. Petite question, comment fais-tu pour sortir des rapports de bataille aussi rapidement? Que fais-tu dans la vie? Es-tu une chauve-souris qui ne dort que 3 heures par nuit? Alors, on va essayer de répondre aux questions dans le désordre. Suis-je une chauve-souris qui ne dort que 3 heures par nuit? Honnêtement, pas loin, je dors un petit peu plus que ça, mais comme tu peux t'en douter, entre le perso, la chaîne, le taf, la vraie vie, c'est compliqué de dormir beaucoup plus que ça. Je te rassure, je dors un petit peu plus que ça pour ma santé mentale. Quoique je sais pas si la santé mentale va bien quand on s'efforce à jouer autant de Gloomspite que ça en permanence, mais ouais, je dors pas des masses. Que fais-tu dans la vie? Dans la vie, je bosse, on va dire, je vais rester un petit peu vague, je bosse principalement dans l'informatique et les mathématiques. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien un petit peu parler de stats sur les jets de dés. C'est pour ça que je comprends toujours pas comment je peux faire autant d'as à chaque fois que je fais une partie. Et comment fais-tu pour sortir des rapports de bataille aussi rapidement? Je pense que c'est un aspect qu'on a un petit peu abordé précédemment. Je pense que c'est à la fois un mélange, on va dire, d'abnégation d'un point de vue temps et un mélange avec de l'organisation qui nous permet aujourd'hui de faire des rapports de bataille dans un temps à peu près raisonnable, même si vous pouvez bien vous en douter qu'allouer une trentaine d'heures par semaine, ça se fait forcément au détriment d'autres choses. On a une petite question-remarque de Guillaume Reyna, d'ailleurs je t'embrasse mon petit Guillaume. Déjà félicitations pour tes 14 000 abonnés. Ton idée de tournoi évolutif est juste une tuerie, je trouve ça génial pour les débutants évidemment, mais aussi pour les joueurs confirmés qui peuvent évaluer leur niveau en jouant compétitif sur d'autres formats. Je vais garder cette idée magistrale dans ma petite tête pour plus tard. Alors, il faut savoir que au moment où j'ai réalisé la vidéo de fac, j'ai parlé d'un tournoi avec un format qu'on va appeler évolutif. Donc tournoi évolutif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous allez venir avec 3 listes, 1000, 1500, 2000 points. Donc la partie négative de ça, c'est qu'il y a 3 fois plus de listes à corriger. La bonne partie de ça, c'est que personnellement, je n'y vois que du bon. Première chose, je pense que c'est beaucoup plus sympa pour les débutants, pour plusieurs raisons. Déjà, ça leur permet de se familiariser un petit peu avec leur liste tout au long de la journée, puisque le deal du format était de ne pouvoir que rajouter des choses. C'est-à-dire vous pouviez renforcer des unités, vous pouviez rajouter des artefacts, vous pouvez rajouter d'autres unités. Par contre, vous ne pouvez rien retirer. Donc ça, c'est assez intéressant puisque ça oblige, techniquement, il y a toujours des trous dans la raquette, mais à faire des petits choix à tout moment. C'est-à-dire que sur chacun des formats, globalement, vous allez avoir des formats où vous allez être plutôt bon à 1000 points, un petit trou à 1500 et à 2000, vous allez retrouver votre jeunesse d'antan. Et donc l'idée de ça, c'était quoi? Ça venait d'un postulat qui était de dire, ok, aujourd'hui sur AOS, malheureusement, le méta est très polarisé autour de chaque format. À 1000 points, par exemple, je vous prends un exemple, les Beastclaw Raiders sont hyper intéressants. Les tons sont hyper intéressants, dépendamment du scénario. Encore une fois, à 2000 points, vous allez tourner autour de grosses synergies. À 1500 points, vous allez avoir un truc hybride où certaines armées vont s'y retrouver, mais pas toutes. L'idée de ça, du coup, c'était de se dire tout simplement que le gagnant de la journée allait être quelqu'un qui allait avoir besoin de gagner ces 3 rondes. Et pour gagner ces 3 rondes, ça veut dire qu'il faut être au moins, alors on peut avoir de la chance, mais un minimum solide sur les 3 formats. Donc, l'idée c'était vraiment de casser le méta et je pense, avec le recul, pouvoir dire que c'est quelque chose de réussi, puisque c'est un joueur, donc le petit Hervé, qui a gagné en Beast of Chaos ce tournoi. Je pense que c'est quasiment une première française, peut-être mondiale, mais on a un joueur Beast of Chaos qui a réussi à gagner un tournoi sur 3 rondes. Donc, de ce point de vue-là, on est assez content de ce qu'on a réussi à faire. Et c'est un format qu'on va vraiment pérenniser à l'avenir sur les prochains tournois qu'on va organiser avec Jim. Ensuite, on a une petite question de l'inspecteur Ebara. Question simple, quelle serait ta liste de souhaits pour la suite de la V3? Par exemple, actuellement, on est sur Héros et Monstres. Aurais-tu une future préférence pour le prochain royaume? Alors, pour le prochain royaume, je dois t'avouer que j'aimerais bien qu'on refasse un petit retour sur Ulgu. Donc Ulgu, royaume de l'ombre, pour une raison toute simple, c'est que dans les royaumes de l'ombre, il y a beaucoup de téléportation, donc on peut imaginer un gameplay autour du mouvement pour la prochaine saison. Et il y a évidemment dans l'ombre des portées lignes de vue qui sont grandement réduites, ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir une petite baisse du tir, et je trouve ça assez intéressant, non pas parce que je déteste le tir, mais tout simplement parce que je trouve que la micro-gestion du corps à corps dans Age of Sigmar est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Donc si on pouvait avoir potentiellement un Ulgu qui insiste sur ces deux aspects-là,
je serais totalement comblé. On a une question de Christophe d'Europe. Mon fiston n'a que 10 ans, comment t'y prendrais-tu pour initier des enfants de son âge? Je suis trop expérimenté et je vais trop vite pour lui apprendre. Une idée pour les tournois à venir avec de listes comme à War Machine. Alors, je vais répondre aux questions dans le désordre, hein, j'aime bien faire ça. Donc, pour les idées de tournois, il y a pas mal de choses dont on m'avait parlé. Déjà, il y a le tournoi escalade qu'on a réussi à mettre en place à 1000, 1500, 2000. C'est quelque chose qu'on va très clairement réitérer. À côté de ça, il y a aussi autre chose, c'est que moi, j'aime bien punir les listes qui sont un petit peu, je vais dire autopilote, mais faciles à jouer. Et le bon moyen de faire ça, c'est quelque chose qui se faisait déjà à Battle, si je dis pas de bêtises. En tout cas, sur certains formats de tournois. C'était que sur les tournois sur 2 jours, donc on avait 3 rondes le samedi, 2 le dimanche. On affrontait le dimanche matin le joueur qu'on avait affronté la veille au soir en inversant les listes. C'est-à-dire que si vous aviez des listes qui étaient vraiment extrêmement fortes avec assez peu de réflexion et qui se pilotaient bien toutes seules, et bah, techniquement, vous alliez potentiellement vous prendre une bonne dérouillée le dimanche matin, ce qui, mécaniquement, vous ferait, dans un certain nombre de cas, empêcherait de finir, en tout cas, dans les hautes strates du classement. Donc ça, c'est une idée parmi d'autres. L'idée de venir avec 2 listes, c'est pas mal aussi. Par contre, je pense que c'est peut-être un petit peu moins adapté à des jeux de, on va dire, avec beaucoup de figurines comme AOS, là où peut-être que Warmahorde, War Machine, c'était un petit peu plus simple parce qu'on avait moins de figurines. Là, c'est vrai que se ramener avec 2 armées de 2 allégeances différentes, avec 2 décors, t'imagines le pauvre mec qui doit se ramener en Séraphon au cierge avec ces 2 pyramides comme ça, c'est un petit peu galère. Donc l'idée de 2 listes, je pense que c'est un petit peu complexe. Maintenant, je pense aussi qu'il y a pas mal de choses à faire. En tout cas, sur les restrictions du format, je pense que c'est hyper important pour ne pas frustrer les joueurs, de ne pas avoir de refus de liste sur des tournois, on va dire IRL, parce que ça apporte du subjectif. Et donc, je pense que c'est important d'avoir un cadre de tournoi qui bloque ce qu'on a envie de bloquer. Donc, sur le tournoi escalade, c'était assez simple. Sur des tournois où on inverserait les listes entre le samedi et le dimanche, bah, c'est clair, c'est dans les règles, tout le monde est au courant. Et ça pousse les joueurs à venir avec des listes réfléchis, qui sont pas forcément hyper simples à manier, mais où ça va être assez gratifiant de jouer correctement, comme on peut le retrouver aujourd'hui avec du Korn par exemple. Pour ta question avec ton fiston, comment t'y prendrais-tu pour initier des enfants de son âge? Alors tout simplement, je pense que je prendrais l'exemple que moi j'ai eu, c'est-à-dire il faut pas forcément insister sur l'aspect règle. Je pense que sur tout ce qui est règle, c'est assez compliqué mine de rien, même si on s'en rend pas compte parce que nous on baigne dedans, mais pour des enfants de cet âge-là, et donc vraiment insister sur l'aspect histoire, moi c'est ça qui me faisait rêver, d'ailleurs que ce soit avec mes orques et gobelins, les batailles, on n'avait pas de dés, voilà, que ce soit avec mes Playmobil dans mon bateau, etc. Vraiment insister sur l'aspect narratif, et en fait tout ça va venir avec le temps. Il y a quand même un autre aspect qui peut être intéressant, je te conseille d'aller voir côté Mortal Realms. Ils ont un système, on va dire, d'évolution, on va dire, dans la granularité des règles. C'est-à-dire qu'au début, on va commencer où on va pas faire, par exemple, j'en sais rien, les touches et les blessures. Donc on va simplifier, on va dire, bah, si tu jettes un dé, tu vas pouvoir arracher un point de vie, donc pas de jet de sauvegarde. Et en fait, au fur et à mesure des fascicules, ils rajoutent quelques surcouches de règles, ce qui fait qu'au bout de 10, 15, 20 fascicules, bah, finalement, on joue avec toutes les règles et on a engrangé les mécaniques de manière graduelle. On n'a pas l'impression d'avoir un énorme pavé à gérer d'un coup. Donc, après, est-ce que c'est adapté pour un enfant aussi jeune? Je ne saurais pas te dire, mais entre ces deux aspects-là, je pense qu'il y a vraiment moyen d'intéresser la jeune génération. Et de toute façon, le plus important, c'est de passer un chouette moment avec son petit gars. Question du petit Jean-Louis Payan, que j'apprécie beaucoup. Le format 1500-2000 est une idée géniale. Est-ce qu'elle est copyright ou est-ce qu'on peut te la copier? Eh bien, sache qu'il n'y a rien à copier, c'est complètement copyright free. C'est pas comme le schéma de mes Adeptus Mechanicus qui m'a été volé par les nuts, n'est-ce pas les gars? Donc non, ça sera avec grand plaisir et fais-toi plaisir. L'idée c'est vraiment de faire profiter la commu des idées qu'on peut tous avoir, donc avec un immense plaisir Jean-Louis. On a une question de Telgrad Dragim. C'est marrant, pour mon anniv, j'ai organisé 4 tables de jeu avec 7 de mes potes et pour un petit tournoi samedi et dimanche, ton idée de liste évolutive fait écho à l'idée que j'ai eue. Petite question, il y a moyen de voir une liste Légion du Premier Prince sur la chaîne du Squig? Pas forcément opti, mais fun. Alors, pour te répondre, oui, puisque moi-même j'ai attaqué mon bel accord et dans le cadre de mon avancée sur mon armée Disciple of Zinch, je me suis acheté un petit père Archaon et puis j'ai investi plus globalement dans du chaos.
avec des ducs du changement et tout. Donc oui, en plus c'est une armée que je trouve hyper intéressante. C'est une armée qui est assez longue à jouer, mine de rien, en rapport de bataille, parce que c'est du contrôle. Donc ça se joue vraiment sur 5 tours. Globalement, on sait qu'en général, tout ne meurt pas sur la partie. Et c'est une liste contre laquelle j'ai perdu contre Titi il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais qui est vraiment une liste de choix. Et donc voilà, c'est des parties qui sont assez longues, mais oui, moi c'est le genre de liste que j'aime beaucoup, des listes contrôle, et c'est pas impossible qu'on en voit très très bientôt. On a une dernière question de Great Ilios, ou Lilios, je ne sais pas exactement. Question, étant fétichiste des dés, oula, j'ai lu dans l'ordre, j'ai eu peur. À tout hasard, ne te mettrais-tu pas à vendre tes dés? Alors, il faut savoir que moi je pensais, vu les jets de dés que j'arrive à faire avec mes dés, que personne ne voudrait les utiliser, peut-être pour les tests de déroute à l'occasion. Mais alors, pour te répondre plus sérieusement, oui, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, mais ça fait partie des choses qu'aujourd'hui, je mets pas forcément en avant et sur lesquelles finalement je passe pas assez de temps, c'est l'aspect goodies. C'est quelque chose qui me ferait hyper plaisir. Pour la petite histoire, j'avais contacté chez Sex il y a un petit moment pour faire des dés avec le logo de la chaîne. Ça a été un demi-flop, puisqu'en fait les dés sont arrivés, c'était parfait. Par contre, entre les frais de douane et les frais de port depuis les US qui n'étaient pas prévus, on a fait x2 au niveau du prix. Ce qui veut dire que les dés que tu vois colorés avec le signe du squeak gravé, ils ont coûté voilà, ils ont été achetés à prix d'or, on va dire. Donc malheureusement, j'ai pas envie de proposer des dés hors de prix. Le but là-dessus et sur les goodies n'étant absolument pas de faire un quelconque bénéfice. Donc voilà, ça veut dire que déjà, si ça coûte une blinde de base, malheureusement, je ne pourrais même pas proposer de prix, disons, sympathique. Donc actuellement, je cherche des alternatives. J'ai vu qu'il y avait, on m'a indiqué qu'il y avait des choses qui étaient assez sympas qui se faisaient, je crois, sur une société qui fait des dés en Espagne. Voilà, je vais essayer de me renseigner là-dessus, mais plus globalement sur l'aspect merch de la chaîne, c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut que je me penche. Et je vais essayer de voir aussi si on peut pas essayer de déléguer l'aspect, on va dire, intendance logistique, que ça soit sur la partie paiement, sur la partie commande, sur la partie réservation, sur la partie mise en production, sur la partie expédition, puisque moi très clairement aujourd'hui je manque de temps avec tout ce que j'ai à faire sur le perso plus la chaîne. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on arrive à mettre le curseur très vite, sur lequel il va falloir qu'on mette l'accent, parce que je dois vous avouer que ça me ferait super plaisir de voir des petits dés squig, des petites réglettes de squig, etc., comme celles que je peux utiliser actuellement. Donc, pour te répondre, oui, c'est dans les plans, il faut juste que je le fasse. Donc voilà, j'en ai fini de répondre à toutes les questions de la FAQ. J'espère ne pas avoir trop digressé, puisqu'encore une fois, je vous le dis, je n'avais absolument rien préparé. C'est hyper important pour moi d'être complètement transparent sur cet aspect-là et d'être voilà, le plus naturel possible dans mes réponses. On ne prépare pas, on répond tout à fait naturellement comme je pourrais répondre comme si j'étais directement avec vous. Donc j'espère avoir répondu à tout et répondu à vos interrogations. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. J'y répondrai à l'occasion d'un live. D'ailleurs, je vous indique qu'il y a le lien de la chaîne Twitch que j'ai relancé récemment en description de la vidéo. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là. Encore une fois, je vous adresse un immense merci pour tout votre soutien. Et je leur dis encore de quelque ordre qu'il soit. Je ne vais pas refaire la liste exhaustive de tout ça. Mais voilà, très clairement, si vous n'étiez pas là, s'il n'y avait pas votre soutien et tous vos messages pleins d'amour, et je pense que la chaîne ne serait tout simplement plus là. On a maintenant dépassé les 14 000 abonnés, on est bientôt à 15 000 abonnés. Et si vous voulez rendre un vrai service à la chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner pour qu'on puisse, nous, dans quelques temps, aller contacter Games Workshop et se proposer en tant que reviewer et pouvoir vous proposer des analyses un petit peu plus en amont. Et qui sait, peut-être des reviews, des rapports de bataille Day One avec les nouvelles armées, etc. Ça serait un énorme rêve et on fait tout pour, et c'est grâce à vous qu'on peut commencer à apercevoir ça. Nous allons nous arrêter pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie, je vous embrasse vraiment du fond du cœur et je vous dis salut, salut.